L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, avait prévu que son histoire dure 5 ans. 5 ans, c'est 250 chapitres. Aujourd'hui, je sais que ça peut vous surprendre, ça paraît tellement peu quand on voit qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 1109 chapitres. Mais c'est ce qu'il avait prévu, et comme tout bon auteur qu'il se doit, il faut prévoir un début, un milieu et une fin à son histoire. En remontant le temps, je pense avoir trouvé la fin de ce One Piece perdu. S'il faut savoir un truc sur Oda, c'est qu'il aime planifier les choses, les fameux foreshadowing. Le foreshadowing, c'est quoi? C'est une technique d'écriture qu'Oda maîtrise à la perfection. Elle consiste à donner des indices dans l'histoire pour annoncer des événements futurs. Et pour que vous compreniez mieux, j'ai un exemple concret et très connu. On est au chapitre 98 et Luffy s'apprête à se faire exécuter. Son père, Monkey D. Dragon, vient alors le sauver, mais c'est plus subtil que ça. Oda dessine discrètement dans la foule un jeune homme portant un chapeau. S'il vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit en fait de Sabo, l'ami d'enfance de Luffy qui fut recruté par Monkey D. Dragon, mais Sabo, on ne le connaîtra qu'au chapitre 583. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est juste pour vous expliquer qu'Oda, ce n'est pas un mec qui fait son histoire au hasard. La première parution de One Piece, c'est le 19 juillet 1997. Et à cette époque, c'est simple. Si vous voulez percer, il faut absolument que votre manga soit dans le Weekly Shonen Jump, un magazine qui regroupe les chapitres de chaque manga. Et c'est donc là que le premier chapitre de One Piece paraît. D'accord, le manga du succès, il est maintenant publié dans le plus prestigieux magazine du Japon et donc du monde. Mais oui, parce qu'il y a un mais. Il faut toujours créer, il faut toujours que l'histoire fonctionne. Et ça, Oda l'a compris. Il le dit clairement en 1999, affirmant qu'il avait déjà décidé de la dernière page et de la forme du dernier chapitre. Dans la saga finale, il se concentrera non seulement sur les chapeaux de paille, mais aussi sur les événements qui se produisent dans le monde entier. Le problème, dit-il, est de savoir combien d'années il faudra pour commencer la saga finale. Effectivement, c'est le problème, car nous sommes en 2024 et on ne sait toujours pas, clairement, si on entre dans cette fameuse saga finale. Voilà, les bases sont posées, vous savez quel genre d'auteur est Oda, et maintenant il faut découvrir ce qu'il avait prévu en 5 ans, soit environ 250 chapitres. Le chapitre 250 aurait potentiellement été la fin et je vous rassure, à la lecture de ce dernier chapitre, on n'a pas envie que One Piece se termine sur un combat Sanji contre Satori. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même à Skypiea, l'île la plus mystérieuse de One Piece selon moi. Et reprenons quand même le début de One Piece. Quand je parle du début, je vais justement vous parler des 250 premiers chapitres. Et vous verrez que chaque personnage majeur de l'époque a son importance aujourd'hui. D'abord, on a Shanks qui est introduit dès le premier chapitre. Il est le mentor de Luffy et il va non seulement lui sauver la vie en sacrifiant son bras, mais il va aussi et surtout le pousser à devenir un grand pirate. Il va même lui offrir son chapeau de paille en guise de promesse. Un autre personnage majeur de l'époque, c'est Baggy le clown, qui est maintenant empereur et qui d'ailleurs fait équipe avec Crocodile, l'un des plus grands méchants de l'époque. Vivi, la princesse du royaume d'Alabasta qui aurait dû rejoindre l'équipage des chapeaux de paille, est une Nefertari et elle est l'une des cibles prioritaires d'Imu, le personnage le plus mystérieux de l'œuvre et le plus démoniaque. Bien sûr, comme pour toute bonne œuvre, il nous faut un antagoniste. Barbe Noire, le seul être connu à avoir le droit d'utiliser le pouvoir de plusieurs fruits du démon. Et vous remarquerez qu'Oda n'a pas abandonné un seul de ses personnages. Ce qu'il avait prévu à l'époque semble être aussi ce qu'il prévoit pour aujourd'hui. Évidemment, il faut qu'on parle des empereurs. Les empereurs, c'est tout simplement les pirates les plus forts du monde. Rien que ça. Oda le dit lui-même, à la base, l'histoire devait être grossièrement les chapeaux de paille contre ces empereurs. Ils sont au nombre de 4 et on a donc 4 grosses têtes à abattre. Une histoire simple, efficace, mais ça, c'était avant qu'Oda n'introduise dans son histoire les 7 corsaires. Et d'après lui, c'est ces personnages-là qui ont chamboulé tous ses plans. Ces personnages-là sont d'après lui la cause numéro 1 pour laquelle l'histoire prend autant de temps à finir. Et pour en rajouter une petite couche, Oda a décidé à la dernière minute d'ajouter les supernovas, des jeunes corsaires en devenir, ce qui inclut des personnages importants comme Trafalgar Law ou encore Kid. Alors comme vous le constatez, ça commence à partir dans tous les sens et ça, c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse d'Oda. Mais ça, on y reviendra après. À l'origine, Oda voulait que les chapeaux de paille combattent les empereurs. Et dans cette histoire-là, cette histoire que je vais vous raconter, il n'y a donc pas de place ni pour les corsaires, ni pour les supernovas. Et d'ailleurs, si on regarde bien les derniers chapitres, ça a du sens. La plupart des supernovas sont morts ou portés disparus. Je pense à Kid, Basil Hawkins, Drake, Killer. On parle d'un combat contre les empereurs et ça tombe bien parce que les chapeaux de paille ont maintenant affronté et vaincu 2 empereurs, Big Mom et Kaido. Très bien, essayons donc de comprendre ça de manière logique. Les premiers empereurs de One Piece sont les suivants: Shanks, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Mais ça, malheureusement, ça n'entre pas du tout dans nos 250 premiers chapitres. Oui, parce que la mention même des empereurs, c'est en fait Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy, qui va nous l'annoncer. Et ça, c'est au chapitre 442. Mais il faut quand même prendre en compte une chose, c'est qu'Oda avait prévu son histoire, celle des chapeaux de paille contre les empereurs. Et bien qu'au début on ne fasse aucunement mention du thème empereur, il est assez facile de deviner les personnages les plus forts de l'œuvre. En commençant forcément par Shanks. Il est de loin le personnage le plus badass de l'œuvre et encore aujourd'hui, 1100 chapitres plus tard, l'introduction de Shanks est légendaire. Ça nous en fait un. Le deuxième, c'est forcément Crocodile. Crocodile est le premier grand antagoniste que Luffy va devoir affronter. Il est à la tête d'une grande organisation criminelle, il a manipulé tout un pays et il est le premier à blesser grièvement notre héros principal. Oui, Crocodile était quelqu'un. Il avait comme Luffy un rêve, celui de devenir le roi des pirates. Il avait en sa possession le premier poneglyphe présenté dans One Piece et il avait à ses pieds la famille Nefertari, y compris
détruit Vivi qui semble être, à l'heure où on parle, l'une des clés majeures de l'œuvre. Crocodile avait tout d'un super méchant et d'ailleurs en parlant de lui, on sait qu'il a une rivalité particulière avec un autre grand pirate, le troisième empereur de notre liste, Barbe Blanche, dont la première apparition est dans le chapitre 234, Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde. Et c'est tout. Ce sont les 3 plus grands personnages des 250 premiers chapitres. Et avant de continuer, il faut absolument que vous compreniez ce qu'est un poneglyphe. Pourquoi ça existe et pourquoi ces blocs de pierre géants sont essentiels à la fin de One Piece. Les poneglyphes sont des énormes blocs de pierre, répartis à travers le monde dans lesquels on a gravé des mots, des histoires, dans un alphabet inconnu. Il est tellement peu connu qu'à l'heure actuelle, on ne connaît que 2 personnages capables de les déchiffrer. Il existe 3 types de poneglyphes. Le poneglyphe antique, voyez ça comme un petit livre d'histoire qui raconte un événement passé. Le poneglyphe d'information, une sorte d'indication GPS qui montre où peuvent se trouver les autres poneglyphes. Et surtout, le plus important, le Rod poneglyphe. On les reconnaît facilement puisqu'ils sont rouges. Ils désignent un emplacement géographique bien spécifique et si vous en réunissez 4, vous trouvez l'île de Laugh Tale, celle qui abrite le One Piece. D'accord, on a nos 3 empereurs, nos poneglyphes et maintenant, quelle histoire vous voulez nous raconter, Oda? Pour ça, il faut revenir à un arc majeur, l'arc Alabasta. Alabasta est un arc de génie. Il est même l'arc le plus long écrit par Oda au moment de sa publication, avec un grand total de 117 chapitres. Oda posait déjà là les fondations de la fin de son histoire. On retrouve des similitudes avec les chapitres et arcs d'aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien. Crocodile avait à ses pieds la famille Nefertari. Cette famille fait partie des 20 familles royales qui ont fondé le gouvernement mondial, chose qu'on a appris récemment. Vivi Nefertari, qui est l'un des enjeux principaux d'Alabasta, est la descendante de Lily Di Nefertari. Vivi est actuellement traquée par la plus grande menace qu'on connaisse, c'est le gouvernement mondial. Crocodile possédait un poneglyphe caché dans Alabasta, poneglyphe qui mentionne l'arme Pluton. Wano Kuni possédait un poneglyphe caché sous son royaume, et Wano Kuni possède l'arme Pluton. Crocodile est le premier gros adversaire que Luffy va vaincre, le premier corsaire. Kaido est le premier empereur que Luffy va vaincre. Alabasta, c'est tout ça, et certainement qu'au moment de faire cet arc, Oda se disait que ça allait être l'un des derniers de l'œuvre. Un empereur de vaincu, la découverte d'une arme de destruction massive et l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipage, Nico Robin, le seul personnage de l'époque à pouvoir déchiffrer les poneglyphes. Tout ça commence à prendre sens, les chapeaux de paille ont vaincu leur premier grand ennemi, le premier empereur de notre liste. Et maintenant il faut donc trouver le One Piece, en tout cas trouver la route qui mène au One Piece. Et c'est là que le prochain arc va être crucial pour la suite. L'arc Skypiea va non seulement introduire une grosse dinguerie, une île dans le ciel, je veux dire même pour One Piece c'est juste fou, c'est tellement fou que même dans l'œuvre, tout le monde traite l'équipage de malade. Cette île n'existe pas et pourtant si, les chapeaux de paille iront bel et bien sur cette île céleste. Mais avant d'y aller, Oda va introduire un personnage tout ce qu'il y a de plus banal au premier abord. Barbe Noire, un pirate, un gros pirate qui aime manger, boire, rire, bref, le cliché du pirate. Barbe Noire est vu comme l'antagoniste parfait de Luffy et pourtant à leur première rencontre ils sont très similaires. Marshall D. Teach, Barbe Noire fera dans cet arc un discours mémorable. Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle, c'est des histoires à dormir debout. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Hein? Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et quand Luffy regarde quelqu'un de cette manière, c'est justement pour signifier qu'il va, d'une manière ou d'une autre, l'affronter et le vaincre. Teach n'est certes pas un empereur, mais on a tous compris à ce moment qu'il allait être important, qu'il allait jouer un rôle majeur dans la fin de One Piece. Les gens ne cesseront donc jamais de rêver, et c'est ce rêve, cette volonté, qui poussera notre équipage à trouver une île légendaire, une île dont personne ne croyait réelle, et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont atteint Skypiea. Et sur cette île, Oda nous a laissé énormément d'indices. D'abord, on apprend pour la première fois l'existence de plusieurs dieux. Le dieu de la pluie, le dieu de la forêt, le dieu de la terre, et évidemment, le dieu qui se réveille au bruit des tambours, le dieu qui fait sourire le peuple, le dieu libérateur, le dieu soleil Nika, celui qui danse autour d'un feu, celui qui pose comme Joy Boy. Oda avait déjà prévu son existence, c'est inutile de vous dire qu'il avait déjà prévu que Luffy incarnerait ce dieu légendaire. Inutile aussi de vous dire qu'Oda avait déjà placé dans cet arc une route, un poneglyphe qui indiquerait la route vers Laugh Tale, et donc vers le One Piece. Monkey D. Luffy, l'ennemi naturel des dragons célestes, et même s'ils ne sont pas encore mentionnés à cette époque, on a bel et bien la mention d'un dieu céleste. Il porte le nom d'Ener, il se prend pour un dieu, il martyrise son peuple, il gouverne par la peur, exactement comme les dragons célestes. Ener, dieu de la foudre, semble intouchable. Il est imbattable et pour cause, aucun chapeau de paille ne lui arrive à la cheville. Ils se font tous éteindre à part un sans la moindre chance possible. Monkey D. Luffy, l'homme caoutchouc, est par conséquent ennemi naturel du dieu Ener, ennemi naturel de la foudre, qui finira par vaincre la tyrannie et de faire d'un dieu un simple clown, un être humain apeuré.
Et ce dessin d'Oda est loin d'être hasardeux. Vous avez tous déjà vu au moins ce dessin. Ener est ridiculisé, il est ridicule, lui, le soi-disant dieu, constate son échec devant un simple paysan au chapeau de paille. Voilà, l'arc Skypiea s'achève, et Oda avait déjà tout prévu. Il avait prévu que Luffy était l'ennemi naturel des dieux. Il introduit Nika très subtilement, le poneglyphe menant à Laugh Tale, la défaite d'un dieu. Évidemment qu'aujourd'hui il nous faut absolument 4 poneglyphes, mais peut-être que dans l'esprit d'Oda, qui pense devoir finir en 5 ans, un seul poneglyphe suffit. Et avec tout ce que je viens de vous expliquer, je pense effectivement que l'arc Skypiea était l'avant-dernier arc. Je sais ce que vous allez me dire, que j'ai dit qu'il devait y avoir 250 chapitres en 5 ans, et pourtant la fin de l'arc Skypiea se termine au chapitre 303, ce qui fait 6 ans. Et vous le savez comme moi, Oda prédit très mal la longueur de ses arcs, et quand il visait 5 ans au début, je pense qu'il aurait fallu au moins 7 ans pour conclure totalement son œuvre. L'arc Skypiea se termine et on aurait dû, selon moi, s'il fallait finir One Piece, entrer dans l'arc final, la saga finale. Oda a toujours rêvé de finir son œuvre sur une grande guerre, une vraie guerre de pirates avec des grands pirates. Des empereurs comme Barbe Blanche, Shanks, et des traîtres, des fourbes comme Barbe Noire qui, on le sait, avaient un passif avec les 2 empereurs que je viens de vous citer. Une grande guerre qui inclut les chapeaux de paille, Luffy, son frère, bref, une grande guerre pour une grande cause. Ça vous rappelle Marineford et c'est normal, Oda avait selon moi bel et bien prévu un arc ressemblant énormément à Marineford. Un arc inconnu, un arc qui n'existera donc jamais dans notre timeline, mais donnez-moi quand même la chance de vous le raconter. C'est ici que notre histoire va s'achever, tout a été mis en place pour terminer sur un feu d'artifice. Les chapeaux de paille viennent donc d'obtenir la route menant à Laugh Tale, et évidemment leur premier but c'est d'y arriver avant tout le monde. Alors dans cet arc fictif, je vais quand même énormément m'appuyer sur un arc qui existe déjà, et cet arc, je viens de vous l'expliquer, c'est Marineford. Pour vous le résumer très rapidement, Marineford est encore aujourd'hui l'un des arcs les plus aimés des lecteurs, si ce n'est l'arc le plus aimé des lecteurs. On a évidemment un Battle Royale comme Oda l'a toujours voulu, des empereurs qui débarquent de nulle part, un enjeu crucial, la capture du frère de Luffy, accessoirement le fils du plus grand pirate jamais connu. Il y a dans cet arc des morts, des trahisons, bref, cet arc est incroyable. Et il est tellement incroyable que c'est à ce moment-là que l'œuvre d'Oda perce en Occident. Vous l'aurez compris, Oda avait déjà mis en place cette fameuse grande guerre. Et si Marineford est si bien écrit, c'est parce qu'il l'avait déjà prévu depuis longtemps. Imaginons que les chapeaux de paille entrent d'une manière ou d'une autre dans cette fameuse grande guerre, que Barbe Noire a eu vent d'un équipage ayant trouvé le poneglyphe qui indique l'emplacement de Laugh Tale. L'info a fuité et maintenant le monde entier sait que Luffy et son équipage se dirigent vers cette fameuse île. Et immédiatement, comme lorsque Roger a annoncé qu'il avait caché le One Piece, tous les pirates se mettent à chasser les chapeaux de paille. S'ils ont cette information, il suffit simplement de les capturer et de les faire parler. Et voilà pour moi ce qu'Oda prévoyait pour lancer son dernier arc. À la place ici d'avoir la capture d'Ace, on a littéralement une chasse aux chapeaux de paille. Une traque commence et tout le monde s'y met. On imagine que l'équipage de Luffy s'arrête sur une île quelque part dans le monde, et pourquoi pas sur une île qui sera introduite juste après Skypiea, l'île de Long Ring, Long Land. Alors pourquoi je vous parle de cette île oubliée? Eh bien, elle a des caractéristiques très particulières. Une fois par an, elle est submergée par l'eau et une fois recouverte, c'est une île en forme de couronne. Une couronne pour le futur roi des pirates. C'est une chaîne de 10 îles exactement comme le nombre de membres que Luffy voulait dans son équipage, ou encore comme de nombreux symboles et emblèmes de l'œuvre, tous présentant 8 ou 10 points en cercle. L'île est extrêmement fine et entourée d'eau. Oui, je sais ce que vous allez me dire, une île est forcément entourée d'eau. Mais vous remarquerez ici que c'est très très fin, et que si Oda a placé autant d'eau ici, ce n'est pas pour rien, quand on sait que l'eau est l'ennemi numéro 1 pour les utilisateurs de fruits du démon. Et pendant l'arc Long Ring, Long Land, on mentionne pour la première fois le nom de Davy Jones. Et il faut absolument que je vous en parle en détail. Davy Jones est un pirate qui a soif d'argent, il aurait même fait un pacte avec le diable en personne. Il a été maudit à vivre éternellement sous la mer, volant ainsi les trésors des navires coulés, comme par exemple les navires de Kid et Law qui ont été coulés très récemment, l'un par Shanks et l'autre par Barbe Noire. Davy Jones pourrait être l'homme à la cicatrice de feu. Laissez-moi vous raconter son histoire, comme dit à l'instant. Il est condamné à vivre sous l'eau, et dans la légende, Davy Jones est un être capable de maîtriser l'océan, et même de maîtriser la météo. Jones peut créer des vortex pour faire couler quiconque s'approcherait de lui. On peut aussi imaginer que son bateau est à l'image de sa malédiction noire. Ça, c'est une légende populaire, mais prenons un instant le Davy Jones de Pirates des Caraïbes. Et j'anticipe déjà les commentaires qui diront qu'Oda ne va pas s'amuser à piocher dans Pirates des Caraïbes. Eh bien, détrompez-vous. Il a pris nombreuses de ses inspirations dans Star Wars, même de Game of Thrones. On voit aussi que de nombreux personnages ont été inspirés d'acteurs, chanteurs connus. Imaginons une seconde que le Davy Jones de One Piece soit aussi inspiré par le Davy Jones de Pirates des Caraïbes. Son navire, le Hollandais Volant, est ce qu'on appelle un navire fantôme. Il est noir et il est condamné à voguer sur les mers à l'infini. Quelque chose cloche, vous allez me dire en quoi cet homme a été marqué par le feu. Eh bien, je pense personnellement que la cicatrice du feu est tout simplement une image. Je pense qu'en réalité, Davy Jones ne porte pas forcément de cicatrice visible. Jones a été marqué certes, mais par l'amour. Il aurait pactisé avec la déesse de la mer Calypso, il en serait tombé amoureux, trompé, et donc marqué par les flammes de l'amour. Et si on parlait maintenant de ce qui se passerait dans cet arc final? J'imagine bien des combats mémorables, une grande guerre sur cette île presque déserte, et selon moi, Oda l'avait prévu. Un battle royal sur Long Ring, Long Land, alors ça y est, tout le monde arrive sur cette île mystérieuse. Les combats forages, mais à un moment dans cet arc, l'île est totalement submergée, laissant place à 10 îles distinctes,
protagonistes, toutes séparées par l'eau, toutes isolées l'une de l'autre. 10 îles où auront lieu 10 combats, incluant les chapeaux de paille et autres personnages secondaires. Des combats à mort, oui, il ne faut pas oublier que c'est un Battle Royale, et même si on pense que le Oda d'aujourd'hui a peur de tuer ses personnages, je pense qu'à l'époque c'était moins le cas. Imaginez un monde où Luffy ne peut littéralement rien faire pour sauver ses amis, un monde où s'il tombe, il meurt, noyé, un monde où Monkey D. Luffy ne sourit plus mais pleure devant la mort de chacun de ses amis autour de lui, soit déjà tué au combat, soit submergé ou alors en plein combat. Bref, c'est un Battle Royale. Inutile de vous dire qui sont les protagonistes de cet arc, ils sont les mêmes que ceux qui faisaient vibrer l'arc Marineford. Luffy, Ace, Barbe Noire, Shanks, Barbe Blanche, le retour éventuel de Crocodile, une arrivée fracassante de Mihawk, de Baggy. Vous l'avez compris, tous les personnages sont là sur une seule et même île, chacun se battant pour son rêve. On aurait eu droit peut-être à un duel entre Zoro et Mihawk. Les possibilités de combat auraient pu être incroyables. Exactement comme c'était prévu pour Marineford, Luffy perd un ou plusieurs êtres chers. La timeline ne change pas tellement parce que je pense effectivement qu'Oda avait, dans les grandes lignes, prévu cette fin et que Marineford était la fin qu'il avait écrite. Évidemment, à quelques détails près. J'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'il préparait, mais voici pour moi ce qui aurait pu être la fin de la saga finale. Barbe Noire arrive à vaincre Barbe Blanche, lui volant son fruit du démon et devenant presque imbattable. On imagine aussi que Teach s'en prenne directement en Luffy pour lui soutirer l'emplacement de Laugh Tale. Imaginez la scène, c'est le chaos total, des morts de partout, l'eau encercle nos héros et Barbe Noire s'apprête à achever Luffy. Et c'est alors qu'un certain Shanks apparaît. Comme à Marineford, il intervient presque miraculeusement, sauvant ainsi Luffy d'une mort certaine contre Barbe Noire. Et si Oda a pris soin de dessiner une cicatrice sur Shanks, ce n'est pas pour rien parce que celui qui l'a faite se trouve maintenant face aux roues. Et oui, il y a des années, Barbe Noire a attaqué Shanks et lui a fait cette fameuse marque. Et il est maintenant temps de régler les comptes. Il est maintenant temps pour Shanks d'affronter son vieil ennemi. Et c'est forcément ce qu'Oda prévoit, un duel mémorable entre ces deux-là, mais dans sa première fin, il faut aussi prendre en compte une quatrième personne, l'homme à la cicatrice de feu. Davy Jones surgit des mers, prenant en premier Luffy qui, comme à Wano, coule. Alors évidemment, je ne sais pas forcément de quelle manière il sera repêché de l'eau, mais pendant que Shanks et Barbe Noire n'ont pas d'autre choix que de s'allier contre Davy Jones, Luffy ressuscite tout doucement au rythme des tambours. Le modèle Nika, le dieu soleil apparaît mais il est trop tard. Shanks est mort en premier contre Davy Jones. Il reste donc Luffy, le dieu soleil, et Barbe Noire, le dieu des ténèbres. Tous deux s'alliant contre le dieu de l'océan, leur ennemi naturel. La lumière et les ténèbres qui fusionnent, qui s'allient pour vaincre celui qui détient tous les trésors de l'océan, pour vaincre celui qui a mis la main sur un trésor, le One Piece.